C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lyoma pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons continuer la série de vidéos Terna en anatomie, toujours avec la deuxième année. Cette fois-ci, on va entamer la troisième unité de la deuxième année médecine, l'unité sur l'appareil urinaire. Donc avant de commencer le cours Terna, premier cours d'anatomie pour cette unité sur l'appareil urinaire, on remercie comme à notre habitude, les professeurs d'anatomie de la faculté de médecine d'Alger, plus particulièrement aujourd'hui professeur Yabka, pour être le magnifique diapo de cours que l'on va utiliser. Donc, l'appareil urinaire est donc l'appareil qui va faire l'objet de la troisième unité pour cette deuxième année médecine. En anatomie, on va avoir uniquement trois cours. Le cours qu'on va faire aujourd'hui sur l'organe principal de cet appareil, j'ai nommé le rein. Ensuite, on va étudier les urtères, voies excrétrices très très importantes pour l'urine, qui font suite au rein et aux premières voies excrétrices euh, de l'appareil urinaire. Et on terminera avec l'étude de la vessie, troisième et dernier cours d'anatomie pour cette unité. Donc, ce qui va nous intéresser, ce sera le rein, organe principal pour l'appareil urinaire. Pour étudier l'anatomie et la structure du rein, on va suivre le plan de cours suivant. On va commencer avec une introduction. Introduire l'appareil urinaire, c'est définir l'appareil. Définir l'appareil, voir la situation TAO, où est-ce qu'il va se trouver, et bien sûr les constituants de l'appareil. Où sont les organes, les chiklolés de l'appareil urinaire. Ensuite, on va introduire le rein à proprement parler. Définir le rein, donner les fonctions TAO principales, et on entamera l'anatomie descriptive du rein par le biais de généralité. Donc on va situer le rein, Winjay, on va décrire le rein à travers la forme TAO, les dimensions TAO, les paramètres dimensionnels, la longueur, la largeur, l'épaisseur avec le rein, le poids TAO, et on va nous couleur et consistance, donc des généralités d'un point de vue externe, d'un point de vue de la surface externe du rein. C'est de l'anatomie descriptive pour de la configuration externe. Après avoir parlé de ça, une chauffe qui fait le rein يبقى في بلاصتو. Une fois qu'on aura cité la situation, on va voir les moyens de fixité ou les différentes structures les يخلوا le rein يبقى في بلاصتو mais il bouge من بلاصتو. La structure la plus importante, ce sera des lames de fascia, des lames aponévrotiques, d'aponévrose, qui vont permettre de limiter, de délimiter la loge rénale. Une loge dans laquelle le rein est plasto, accompagné de la glande surrénale. Ces lames d'aponévrose, c'est ce que l'on nomme le fascia rénal. Ensuite, une fois qu'on aura vu ça, une chauffe l'anatomie topographique, la partie la plus importante à le court terme, les rapports anatomiques, où nous les différentes structures, le rein, qui ont un rapport de près ou de loin, en antérieur, en postérieur, en latéral, en médial, en haut ou en bas, avec le rein ternant. C'est un chapitre très très important à ne pas négliger, les rapports anatomiques, l'anatomie topographique. C'est la partie la plus importante pour les cours d'anatomie de la deuxième année. Ensuite, l'anatomie descriptive avec la structure histologique, la configuration interne le rein تاعك. كي تقطع un rein واش تصيب لداخل وشنو هما les différents tissus, les différents éléments ils vont permettre de caractériser le rein d'un point de vue interne, d'un point de vue de la configuration interne et de sa structure histologique. On terminera bien sûr avec la vascularisation artérielle, veineuse, lymphatique, l'innervation et deux, trois petits mots sur l'exploration. Tu as le rein. Comment est-ce que tu peux explorer le rein? Je te montre les différents examens qui peuvent être utilisés pour explorer la structure et la fonction rénale. Et un petit mot vers la fin sur les pathologies les plus fréquentes, les plus connues. Donc, les objectifs. L'objectif de le cours sur le long terme, je ne parle pas à court terme, parce qu'à court terme, tu dois maîtriser le plan le cours, لازم تعرفه. ما قلتش تحفظه، لازم تعرفه. C'est très différent. ماشي تحفظ, mais plutôt تعرف ou تفهم. Mais sur le long terme, les objectifs pédagogiques de le cours, euh, en tant que futur médecin pour ta formation médicale, c'est bien sûr, première des choses, de connaître la situation des reins. Savoir où جايين les reins تاعك et sur quelle structure on peut les projeter.
عيب en tant que médecin ما تعرفش وين جايين les reins تاعك. Ensuite, la connaissance de la structure rénale, la structure histologique du rein, bon, elle est détaillée dans le cours d'histologie, mais bien sûr, il faut déjà commencer à la connaître et à la comprendre, faites le cours d'anatomie. Ensuite, les rapports anatomiques, la topographie, l'anatomie topographique du rein, elle est très 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 importante. D'un point de vue clinique, on va voir Wa'alash, et d'un point de vue chirurgical. D'un point de vue chirurgical, c'est très important de connaître les rapports et les structures qui vont avoir, qui ont du coup un rapport de près ou de loin avec le rein et qui vont se situer proche de sa topographie, de sa région. Et malheur, la vascularisation du rein est très très importante aussi. Les vaisseaux du rein, faut les connaître. Ça a bien sûr une importance cruciale en chirurgie. Donc on commence le cours Tana avec une petite introduction sur l'appareil urinaire. L'appareil urinaire, c'est un appareil, c'est-à-dire un ensemble d'organes. Ensemble d'organes qui ont une fonction commune, ou du moins un but commun. Le but de cet appareil, c'est bien sûr la sécrétion, c'est-à-dire la production de l'urine, après avoir filtré le sang des différents déchets qui l'idoro fait. On va sécréter l'urine par le biais de l'organe principal qui est le rein. L'organe principal de cet appareil, c'est bien sûr le rein. Il va sécréter, produire cette urine après plusieurs procédés physiologiques qu'on verra en physio. Et cette urine, elle a pour but d'être évacuée, d'être excrétée, donc de la faire sortir à l'extérieur. Il faut faire la différence entre la sécrétion de l'urine et l'excrétion de l'urine. La sécrétion, c'est la production. Production qui est assurée par le rein, les deux reins tawak, droit et gauche. L'excrétion, elle est assurée par le baqi, l'appareil urinaire, les voies excrétrices et le baqi, les organes, la vessie, organe réservoir qui va permettre de stocker l'urine et l'urètre qui va permettre d'évacuer à l'extérieur l'urine. Donc, l'appareil urinaire a ce but-là, de sécréter et d'excréter l'urine. Il est constitué de plusieurs organes. Les organes principaux, on a bien sûr le rein, enfin, les deux reins théoriques, c'est un organe pair, un rein droit et un rein gauche. On va les étudier en détail, faites le cours d'anatomie. Après le rein qui a pour fonction de sécréter l'urine, on aura des voies excrétrices. Ces voies excrétrices, ce sont des tubes qui ont pour but de laisser passer l'urine. Et ces voies excrétrices, elles sont représentées par les premiers tubes théoana qui sont limite en intrarénal, les petits et les grands calices, les calices mineurs ou la majeure, c'est la même chose, qui vont se réunir pour me former une structure élargie, une voie excrétrice élargie en forme d'entonnoir, en forme de bassine. Ce n'est rien d'autre que le bassinet, qu'on appelle aussi le pelvis rénal. Donc, sur cette image, sur cette coupe, bien sûr c'est un schéma qui représente une coupe frontale sur un rein. Sur un rein. Ici, tu peux voir la structure histologique du rein qu'on va détailler par la suite avec le parenchyme rénal et surtout ce que tu vois en rose ici, ce sont les voies excrétrices. Première voie excrétrice, c'est ce qu'on va appeler les calices. Ces calices Hadoma, on a des calices mineurs qui vont se regrouper pour me donner des calices majeurs. Ces calices majeurs Hadoma, ils vont se réunir, ici on en a deux calices majeurs qui viennent de la réunion pour chacune d'entre elles de trois calices mineurs. Faites le schéma bien sûr, hein, c'est très schématique, pour me donner une structure élargie, une voie excrétrice élargie qu'on appelle le pelvis rénal, ou alors le bassinet rénal, ou alors le pied long. Ces trois mots désignent la même structure anatomique. Cette structure-là, elle va ensuite se rétrécir, elle va subir un rétrécissement, donnant naissance à un long tube qui va permettre de lier le rein avec la vessie. C'est ce qu'on appelle les urtères. Et ces urtères-là, ce sont les dernières voies excrétrices importantes au niveau de cet appareil urinaire. De là, on va permettre de faire communiquer le rein avec la vessie. La vessie, organe qui va suivre. Organe important au niveau de cet appareil urinaire. C'est un organe réservoir. Il a pour but de stocker l'urine entre les mictions. Entre les mictions. Alors, le terme miction fait référence au processus physiologique qui permet d'évacuer l'urine.
le chapitre, ou du moins, pardon, l'unité sur l'appareil digestif, on avait dit que l'évacuation des matières fécales, qu'on appelle la défécation. On l'a appelé la défécation. Ici, l'appareil urinaire, l'évacuation de l'urine, quand tu vas aux toilettes, elle se fait par le procédé qui s'appelle, on lui a donné le nom de miction. Et donc, pour ne pas, uriner H24, alhamdoulilah, Rabbi atalna l'organe réservoir, qui n'est rien d'autre que la vessie, qui va permettre de stocker l'urine euh, le temps que l'envie d'uriner, le temps que la miction se fasse. Donc on dit que c'est un organe qui va permettre le réservoir et surtout le stockage, c'est le terme le plus approprié, le stockage de l'urine dans l'intervalle des mictions. De cette vessie, on va avoir le dernier organe de cet appareil urinaire, c'est l'urètre. Et cet urètre-là va permettre donc d'évacuer définitivement de l'urine hors de notre organisme au niveau donc du milieu extérieur. Et donc, on a les différents organes qui vont former l'appareil urinaire, les reins, les voies excrétrices, formées donc par les calices mineurs majeurs, le bassinet et les urtères, la vessie et ensuite l'urètre. Ces organes-là se trouvent au niveau de la cavité abdomino-pelvienne. Donc, on a des organes abdominaux. Ici, on a bien sûr les reins qui sont des organes abdominaux. On va voir juste après qu'ils ont une projection thoracique. Ensuite, le baqi l'appareil urinaire, par le biais donc des urtères, de la vessie et de l'urètre, ils vont se projeter soit vers la fin de la cavité abdominale, soit sur l'étage pelvien, ou là, carrément pour l'urètre, s'ouvrir au niveau donc du plancher pelvien, donc au niveau du périnée. هذا هو l'appareil urinaire qu'on va étudier au niveau de cette unité. Ce qui nous intéresse le court terme, c'est bien sûr le rein. Le rein est l'organe central, principal de cet appareil, qui va permettre d'initier la fonction de l'appareil, c'est-à-dire la sécrétion, la production de l'urine, par le biais d'un mécanisme de filtration, de réabsorption euh, très complexe, qui sera vu en physiologie surtout. Ce qui nous intéresse, c'est l'anatomie, la structure de l'urine. Alors le rein, organe père, qui va avoir un rôle très important pour sécréter l'urine, il a aussi un rôle de glande. Ça, faut le savoir. C'est un organe qui peut être considéré comme une glande, un organe glandulaire, car il va sécréter plusieurs hormones. L'une des plus importantes qui a déjà été vue, la première unité sur l'appareil cardiovasculaire, surtout le court à la pression artérielle, c'est la rénine. Rénine, hormone qui est synthétisée du coup par le rein, qui va jouer un rôle très important pour réguler la tension artérielle par le biais donc du système rénine, angiotensine et aldostérone. Ça c'est très important à savoir pour la fonction de le rein. C'est un organe noble, un organe très très important, fleucortéaque. Alors, tu peux vivre avec un seul rein, mais tu ne peux pas vivre sans les deux reins tewak. Car si les deux reins tewak meimchouch, qui ne sont pas fonctionnels, c'est la dialyse. Tu seras obligé donc d'utiliser la dialyse, histoire de filtrer le sang tewak des différents déchets métaboliques qui peuvent s'y trouver. Donc d'un point de vue purement structurel, c'est un organe qui est situé, comme tu peux le voir sur le schéma, très très en arrière. Il est situé très très en arrière du péritoine pariétal postérieur. On dit que c'est un organe rétro-péritonéal. Il se situe le bas de part et d'autre de la colonne vertébrale lombaire, de part et d'autre du rachis lombaire. Il se situe donc dans la région lombaire, dans une fosse, dans un espace qu'on appellera la fosse lombaire. Elle est limitée en avant par le péritoine pariétal postérieur, donc rétropéritonéal, comme on a dit, c'est un organe rétropéritonéal. Et en arrière, qu'est-ce que tu vas retrouver? Tu vas retrouver la paroi abdominale postérieure, formée par un plan musculaire et aponévrotique, qu'on va détailler après les rapports anatomiques. C'est grossièrement la définition de le rein, un organe père qui joue le rôle d'une glande, qui a pour fonction principale de produire l'urine avec la filtration de le sang, et en produisant cette urine, et du coup qui naît en purifiant le sang de différents déchets, du surplus d'électrolytes, du surplus d'eau, on va permettre donc de sauvegarder ou de réguler l'équilibre
du milieu intérieur de l'organisme. Et l'équilibre de ce milieu intérieur, c'est ce que l'on appelle l'homéostasie. Ça, c'est pour définir le rein terna. D'un point de vue généralité, d'un point de vue surtout situation, comme on a dit, le rein il se situe de part et d'autre de la colonne vertébrale lombaire. Et si on veut situer un peu mieux le rein au niveau de sa projection sur les vertèbres, on va dire qu'il va aller de la 11e vertèbre thoracique, T11, jusqu'à L2, L3. Jusqu'à L2, L3. Certains citent le disque intervertébral L2, L3. D'autres citent carrément la vertèbre numéro 3 lombaire, la vertèbre L3. Bien sûr, on va avoir une différence, comme tu peux voir le schéma. Comme tu peux le voir le schéma, il y a une différence entre le rein droit et le rein gauche. Le rein droit est plus bas situé que le gauche. Ce qui va avoir du coup un effet, une différence sur leur projection au niveau de la colonne vertébrale. Donc le rein droit, vu qu'il est plus bas, il va aller en réalité du bord inférieur de T11, de la 11e vertèbre thoracique, jusqu'au bord, regarde la ligne rouge, jusqu'au bord inférieur de L3, de la 3e vertèbre lombaire. Pour le rein gauche, qui est situé un peu plus haut, lui, il va aller du bord supérieur de T11, de la 11e vertèbre thoracique, jusqu'au bord supérieur de L3, de la 3e vertèbre lombaire. Carrément même le disque intervertébral L2, L3. C'est la légère différence qu'on va citer pour les deux reins, entre le rein droit et le rein gauche. Donc, étant donné, tu peux te poser la question, le rein droit, il est plus bas situé que le gauche. Alors ici, sur cette vue, sur cette coupe, et sur ce schéma, qui représente en réalité une vue frontale, au niveau donc, de mes deux reins et de mon rachis et de ma colonne vertébrale, il y a un organe qui n'est pas représenté هنايا, c'est la glande hépatique. Le foie théaque. Le foie théaque, qui se situe bien sûr au niveau de l'hypocondre droit, vu qu'il est pour le rein, il va le rein en fait لتحت. C'est à cause de ce foie qu'on va avoir un rein droit qui est plus bas situé que le gauche. D'ailleurs, le rein droit, il va laisser une empreinte. Il va avoir un rapport très important avec la face viscérale, la face inférieure de le foie, laissant même une empreinte sur cette face inférieure, caudale, le foie, la glande hépatique. Donc d'un point de vue situation, si on veut résumer, on va dire que le rein, les deux reins, c'est un organe pair. Le rein droit et le rein gauche sont situés de part et d'autre de la colonne vertébrale lombaire. Ils sont situés dans une région, dans une fosse qu'on va appeler la fosse lombaire, limitée en avant par du péritoine pariétal postérieur, ce sont des organes rétropéritonéaux, et en arrière limité par le plan musculaire, c'est-à-dire la paroi abdominale postérieure, un plan musculaire et aponévrotique. On va voir ça après les rapports. Le rein droit est plus bas situé que le gauche, important à retenir. Il va aller donc du bord inférieur de T11 jusqu'au bord inférieur de L3, tandis que le rein gauche, lui, il est un peu plus haut situé. Il va aller du bord sup de T11 jusqu'au bord sup de L3, ou là du disque intervertébral L2, L3. Il faut savoir que l'axe d'orientation le rein internant, il ne va pas suivre la colonne vertébrale, il n'est pas vertical. L'axe d'orientation n'est pas vertical, on va voir le schéma Hada. L'axe d'orientation du rein, il est oblique, il est en diagonale, il est oblique, bien sûr descendant, mais surtout en dehors. Il va aller vers l'extérieur. Ce n'est pas un axe vertical comme celui de la colonne vertébrale. Donc le rein est légèrement orienté en bas et en dehors, ça c'est important à savoir et à retenir. Si on veut rajouter un autre détail sur le plan situation, on va dire que le rein, en plus d'être un organe abdominal situé sous le diaphragme, il va avoir une projection thoracique. On dit que c'est un organe thoraco-abdominal. Le rein droit, vu qu'il est situé plus bas que le gauche, il va avoir une projection uniquement sur une seule côte, sur la 12e côte en arrière. Tandis que le rein gauche, situé un peu plus haut, va avoir une projection sur la 12e, oui, mais surtout la 11e côte aussi. Ça, c'est important. Et on va en reparler, l'anatomie topographique, les rapports anatomiques, les deux reins. On commence maintenant l'anatomie descriptive. Il y a la description de le rein interne. Alors, on va commencer avec la description, avec la description de la surface externe, la configuration externe de le rein interne. Alors, quelle est la forme du rein? Le rein, معروف, من البريمير تعرفها. Le rein a la forme
تاع حبة تاع فاصوليا. عنده la forme تاع حبة تاع لوبيا. عنده la forme d'un haricot, si on veut le dire en français. Donc le rein théac, étant donné qu'il a la forme d'un haricot, il va avoir deux bords, واحد يكون convexe, واحد يكون concave. Un bord convexe qui sera le bord latéral et un bord concave qui sera le bord médial, t'as le rein théac. Et au niveau de ce bord médial là, c'est là où on va retrouver la porte d'entrée, tu as le pédicule rénal, donc tu as les différents éléments ici vasculaires, artères et veines rénales, mais aussi la sortie des voies excrétrices de l'urine, j'ai nommé, donc cette porte d'entrée n'est rien d'autre que le île rénal, le île du rein, qui se trouve au niveau de la partie moyenne du bord médial. Donc on a deux bords, un bord latéral et un bord médial. Et vu qu'on n'a que deux bords, automatiquement, on va avoir uniquement deux faces. Ces deux bords vont permettre de circonscrire deux faces. Une face antérieure ventrale, visible ici, faites le schéma, et une face postérieure dorsale, qui n'est pas visible, bien sûr, parce que je fais ici le rein sous une vue ventrale, une vue antérieure. En plus de ces deux faces et de ces deux bords, on va retrouver deux extrémités, deux pôles. Un pôle supérieur apical, une extrémité supérieure apicale من الفوق, et un pôle ou là une extrémité inférieure caudale من التحت. هادو هما les différents éléments qui vont nous donner la forme du rein, les différents éléments qui permettent de caractériser la configuration externe et la description externe de la surface du rein. Si on veut citer d'autres détails pour la description de rein théanan, on va citer bien sûr les dimensions, les paramètres dimensionnels théanan. Le rein, il faut savoir que il va avoir une longueur qui va approximer les 12 cm. 12 cm de long. Une largeur d'environ 6 cm. Une épaisseur, donc un diamètre antéro-postérieur, un diamètre sagittal de 3 cm. Ces dimensions permettent de nous donner un volume avoisinant approximativement les 150 cm3 pour le rein théac. Il a à peu près de le volume. Et pour le poids, il va avoisiner entre les 120 aux 150 grammes. Bien sûr, ce sont des valeurs variables qui vont varier selon les individus, selon la morphologie et la corpulence des patients, des malades théac, et bien sûr selon le sexe. Ici, la valeur qui est donnée, faites le diapo, selon la référence, 140 grammes chez l'homme et 125 grammes chez la femme. Bien sûr, les valeurs, les paramètres dimensionnels, ce sont des valeurs standards, des valeurs moyennes, des valeurs qui vont varier من عبد الآخر. إذا تصيب 11 cm ما تخلعش، إذا تصيب 13 cm في la longueur ما تخلعش. Mais pourquoi est-ce qu'on cite les dimensions? On les cite, l'anatomie descriptive les organes théoanins, pour être capable de détecter des problèmes structurels en fait, pour être capable de détecter est-ce que le rein théac a des dimensions normales, des dimensions mleh, on n'est pas en présence d'une mégalie, d'une augmentation de le volume ou la taille de le rein théac, ou là à l'inverse d'un rein ou d'un organe qui soit trop petit. Donc ça c'est important à retenir approximativement bien sûr pour être capable donc de détecter des variations pour le volume, le poids, les dimensions de manière générale de l'organe théac. Pour la couleur et la consistance de le rein n'est pas un organe qui est creux, ou du moins qui n'est pas totalement creux. On va voir la structure juste après. C'est un organe qui va contenir un tissu à l'intérieur. Il n'est pas creusé réellement d'une grosse cavité sur l'ensemble de sa structure. Donc il va avoir une consistance ferme. Il va avoir une consistance relativement ferme. Et pour sa couleur, il va avoisiner la couleur rouge-brun, comme tu peux le voir au niveau de le schéma. Maintenant qu'on a terminé avec les généralités et la description externe, la description de la surface externe du rein, la configuration externe, on va parler des moyens de fixité. Le rein qui il se situe en arrière du péritone pariétal postérieur, la région lombaire, la fosse lombaire. Donc, qui fait يبقى في بلاصتو. Alors, يبقى في بلاصتو, d'une part,
sa logique qui fait de par sa continuité avec le reste de l'appareil urinaire. C'est vrai. Idal baqi, les organes de l'appareil urinaire sont fixés et que l'organe est en continuité avec les autres organes qui constituent avec l'appareil, ça peut constituer un moyen de fixité relatif. Ça peut être vrai, mais ce n'est pas suffisant. Le rein, pour qu'on puisse le fixer, lazem, ici, ikun, ando, un fascia. Le fascia rénal, qui n'est rien d'autre que des lames d'aponévrose, des lames aponévrotiques, qui vont y relfouler le rein TAE, ou y relfouler avec la glande surrénale, melfoq, permettant donc de délimiter une loge, la loge rénale dans laquelle le rein va se situer, donc dans lequel il va rester. Alors, ce fascia rénal, c'est le moyen de fixité principal, le rein TAE. Il est constitué de quoi? Pour pouvoir voir la constitution du fascia rénal, on va faire une coupe transversale qui va passer par les premières vertèbres lombaires, ça peut être L1, ça peut être L2. Ici, on va dire que c'est une coupe transversale qui passe par la deuxième vertèbre lombaire, une coupe transversale sous une vue anatomique, c'est une coupe anatomique, mais chez scanner, ou parce que avec la droite sur la droite de ton écran, ou avec la gauche sur la gauche de ton écran. C'est une coupe anatomique qui est faite sur une vue supérieure. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir faire de la coupe transversale? Faire de la coupe transversale, déjà, on peut apercevoir bien sûr la vertèbre lombaire, c'est la colonne vertébrale lombaire. On aperçoit juste en avant l'espace rétropéritonéal médian, les deux gros vaisseaux théoanins, l'aorte abdominale et la veine cave inférieure. Et sur le côté droit ici, tu as le schéma qui est représenté, on retrouve notre fameux rein. Rein avec sa face antérieure ventrale, sa face postérieure dorsale, son bord latéral et son bord médial qui va présenter la porte d'entrée. Tu as le pédicule rénal, j'ai nommé le île du rein, la partie moyenne TO. Donc, à deux moments, les éléments présents au niveau de cette coupe pour le rein, l'extrémité supérieure, parce que c'est une coupe transversale, et l'extrémité inférieure, parce que c'est une coupe transversale, ce qui paraît logique. En vert, ici, on a le péritoine pariétal postérieur ici, il est releflé en avant le rein TAE, il est en avant des deux gros vaisseaux aorte abdominale et veine cave inférieure. Donc, effectivement, ce sont des organes qui se situent, des organes et des vaisseaux qui se situent dans l'espace rétro-péritonéal, en arrière du péritoine pariétal. Postérieur, bien sûr. Donc, chose qu'on va remarquer, c'est que le rein, alors on relève par les traits jaunes, orangés, des traits orange. C'est le fameux fascia rénal terna. Alors, ce fascia rénal est constitué en réalité de deux lames d'aponévrose, de deux lames aponévrotiques, de deux lames fibreuses. Une première lame ventrale qui va passer en avant du rein, donc elle va cheminer ou la face antérieure, le rein, la face ventrale, c'est ce qu'on appelle le fascia prérénal. Cette lame de fascia va donc aller, donc ici du bord latéral du rein, venir refléter la face ventrale antérieure, le rein intérieur, et se terminer en s'insérant au niveau du bord médial, au niveau des bords du île, le rein en se fixant à ce niveau-là. De là, ce fascia prérénal, cette lame antérieure ventrale, va se continuer par les pointillés Hadoma. Elle se continue en réalité vers les gros vaisseaux, aorte abdominale et veine cave inférieure, me formant la gaine vasculaire des deux gros vaisseaux. Même chose pour la lame dorsale, la lame postérieure, c'est le fascia rénal. La lame postérieure ici, qui naît à partir du bord latéral, le rein théaque. C'est ce qu'on appelle le fascia rétro-rénal. Ce fascia rétro-rénal, d'ailleurs, il va cheminer sur la face postérieure dorsale, le rein théaque, et venir se fixer, lui aussi, sur le bord médial, au niveau du île, sur les bords, le île rénal. Et en se fixant, il se continue. Il ne va pas s'arrêter là. Il va se continuer, ce fascia, vers les deux gros vaisseaux, veine cave inférieure à droite et l'aorte abdominale à la gauche, et venir aider à former la gaine vasculaire des deux gros vaisseaux. On va
mentionner, c'est très importante. La lame dorsale, la lame postérieure, le fascia rétro-rénal, il va être adhérent à une structure qu'on ne voit pas faire de la coupe. Il laisse le fascia, le diaphragme. Il est très très adhérent au fascia diaphragmatique. Mais le four. Ici, sur le plan de coupe, il va être séparé des fascias du plan musculaire postérieur, du plan musculaire dans la paroi abdominale postérieure. Quels sont les muscles ici qui vont constituer le rapport le plus important avec le rang postérieur? C'est le muscle psoas, le grand psoas, le chef psoas, c'est le muscle iliopsoas, qu'on a déjà vu l'année dernière en première année pour la myologie, le membre inférieur. Le muscle psoas, ou du moins iliopsoas, ou la psoas iliaque, c'est un muscle qui est constitué de deux chefs musculaires, deux grands chefs musculaires. La partie grand psoas et la partie iliaque, qui vont tous les deux se réunir. Donc ils ont des origines différentes, bien sûr. Wahed, il vient au niveau du rachis lombaire, et l'autre, il vient au niveau de l'os coxal. Donc ils vont venir s'insérer, avoir une terminaison commune au niveau du petit trochanter de notre fémur, ce qui va donner à ce muscle un rôle important pour la flexion de la hanche. Et comme tu le vois, la partie psoas ici, très très le foca, elle aide à la constitution de la paroi abdominale postérieure. Un muscle important qui aura un rapport postérieur médial, je répète bien, avec le rein théaque. On a un deuxième muscle, bien sûr, le muscle il est recouvert d'un fascia, ce que tu vois ici en violet. Et on a un deuxième muscle, la paroi abdominale postérieure, en latéral, vis-à-vis donc du rein théaque, c'est le muscle carré des lombes. Le muscle carré des lombes, c'est un muscle important pour la paroi abdominale postérieure théaque. On va le voir après les autres schémas. Il va aller de la 12e côte, s'insérant aussi sur le rachis lombaire, sur les processus ou les apophyses transverses de mes vertèbres lombaires, et s'insérant, se terminant sur la crête iliaque. Donc c'est très important de connaître les deux muscles qui vont avoir un rapport postérieur très important avec le rein. Ces muscles-là, bien sûr, sont faits par un fascia. Et cette lame dorsale, cette lame rétro-rénale, ce fascia rétro-rénal, il est séparé des fascias, les deux muscles, carré des lombes et psoas, par un tissu adipeux, de la graisse. C'est ce que l'on va appeler la graisse pararénale. La graisse à l'extérieur de la loge rénale. Alors pourquoi est-ce qu'on fait une fixation sur le fait est que c'est de la graisse qui est à l'extérieur de la loge rénale? Tout simplement parce que le rein, c'est un organe qui est encapsulé par deux capsules en réalité. On aura une première capsule d'un point de vue histologique qui va recouvrir le parenchyme rénal, le tissu fonctionnel à le rein. C'est une capsule de type conjonctif, de type fibreuse. Elle va contenir des fibres élastiques et même des fibres musculaires lisses. Capsule fibreuse. Et à l'extérieur de cette capsule fibreuse qui permet de délimiter et d'encapsuler, d'englober le tissu rénal, on a une autre capsule faite d'un tissu adipeux, faite de gras, de graisse. C'est la graisse périrénale qui se situe à l'intérieur de la loge rénale. La graisse périrénale va venir entourer le rein, et certains auteurs décrivent cette graisse-là comme étant comme une deuxième capsule, la capsule adipeuse, le rein, Faire la distinction entre ces deux types de graisse, graisse périrénale autour du rein, permettant de former la capsule adipeuse du rein pour la capsule fibreuse, et une graisse pararénale à l'extérieur de la loge, en arrière du fascia rétro-rénal, qui permet donc de former la loge rénale. Ça, c'est important à savoir donc pour le fascia rénal, formé de deux lames, une ventrale prérénale et une dorsale rétro-rénale, permettant donc de fixer le rein. C'est le moyen de fixité primaire. À l'intérieur de cette loge-là, on va retrouver deux organes, le rein et la surrénale, sachant que la surrénale est séparée du rein. Il n'y a pas une communication directe entre les deux organes, entre les deux glandes.
La surrénale est séparée du rein, de l'extrémité supérieure du rein, par une cloison, une lame d'aponévrose, une lame de fascia, la lame intersurrénalo-rénale, qui va permettre de séparer donc la surrénale du rein. De là, le rein il est donc maintenu en place par ce moyen de fixité principal, qui est donc le fascia rénal. À l'intérieur, on va retrouver la graisse périrénale permettant de former la capsule adipeuse du rein, et à l'extérieur, la graisse pararénale, jouant un rôle pour amortir les chocs. Cette graisse-là, elle joue un rôle important, parce que le rein, c'est un organe qui peut être sujet, exposé au traumatisme. Et vu que c'est un organe qui est très profond, en postérieur, qui est exposé au traumatisme, et avoir une couche de graisse qui permet d'amortir les chocs, ce ne serait pas de trop, hein. Donc c'est pour ça que cette graisse pararénale, elle est importante. Elle permet donc de jouer un rôle de coussin, de coussinet, d'amortisseur entre le rein et l'extérieur, en plus bien sûr du plan musculaire formé par la paroi abdominale postérieure. Donc ça, c'est le moyen de fixité primaire. On a deux autres moyens de fixité pour pouvoir fixer le rein au niveau de sa loge et au niveau de son emplacement. Déjà, on va avoir la continuité par le biais du pédicule rénal avec les deux gros vaisseaux Tewana, l'aorte abdominale et la veine cave inférieure. On a cette continuité par le biais du pédicule, mais aussi par le biais donc, du fascia rénal avec donc la gaine, les deux vaisseaux Hadouma. Donc on a un deuxième moyen de fixité. Troisième moyen de fixité, c'est la pression qui est exercée sur l'organe, sur les deux organes. Donc, on peut maintenir le rein en place de par une double pression. Une pression en antérieur qui nous vient des organes et des viscères abdominaux, des viscères donc de la cavité abdominale, donc le côlon, les intestins grêles, les différents organes de l'étage sus et sous-mésocolique donc de la cavité abdominale vont nous permettre donc d'appliquer une pression sur le rein. Et avec la pression, le rein est fait place tout. C'est la première pression. Deuxième pression, c'est une pression qui nous vient du côté postéro-latéral, si on veut. Ça nous vient en fait du plan musculaire. Les différents muscles, ça c'est une coupe sagittale, pour savoir, c'est une coupe sagittale qui passe, une coupe sagittale paramédiane, qui passe donc par le rein et par la surrénale, nous permettant d'apprécier déjà le fascia, hein, le fascia rénal qui entoure le rein, les deux graisses, périrénale formant la capsule adipeuse et pararénale formant un amortisseur pour amortir les chocs en cas de traumatisme pour le rein. Et on a ce fameux plan musculaire postérieur très important qui va former un rapport important avec le rein. Ici, Mulfort, qu'est-ce qu'on a? On a le diaphragme en haut. Et en avant, on a le foie et on a même l'ongle colique, le côlon. Donc en arrière et en latéral, la paroi musculaire, donc la paroi abdominale, va avoir une légère tonicité, une contraction peu puissante qui reste sur le long terme, qui dure. Cette tonicité permet d'appliquer une autre pression abdominale qui va permettre de garder le rein en place. Et à deux moments, les moyens de fixité, le rein, tac. Maintenant, on passe au rapport anatomique. Et les rapports anatomiques et l'anatomie topographique du rein, elle est très très importante en chirurgie, en chirurgie en clinique. On va décomposer, on va les rapports diviser les rapports anatomiques le rein ternant selon la forme et la configuration externe. On avait dit que le rein, il était formé de deux faces, une face antérieure et une face postérieure. Il était formé de deux bords, un bord latéral et un bord médial, formé de deux extrémités, deux pôles, une extrémité apicale supérieure et une extrémité inférieure, caudale. Donc, on va voir les rapports pour chacun de ces éléments qui permet de nous donner la forme et la configuration externe, le rein ternant. On commence avec la face dorsale, la face postérieure. La face la plus importante en chirurgie. Pourquoi? Parce que c'est la voie classique
qui nous permet d'aborder le rein. Pour pouvoir intervenir chirurgicalement sur le rein, on ne va pas l'aborder sur sa face antérieure. Il est beaucoup trop profond le rein pour l'aborder en antérieur. ماشي تفتح la paroi abdominale antérieure, donc تفتح la paroi abdominale antérieure, تفتح le péritoine, تزيد تنحي les différents viscères تاع les taches sus-mésocoliques, sous-mésocoliques, تزيد faut savoir que le rein il est très profond, il a une projection thoracique. تسمى واش تزيد تروح تحت le rebord costal pour essayer d'aborder le rein. C'est beaucoup trop complexe et compliqué surtout d'aborder le rein en ventral. On va, on va plutôt l'aborder de, de la face dorsale. Donc on va l'aborder en postérieur. Donc en postérieur, on va avoir des rapports dorsaux. On aura un premier segment qu'on va appeler le segment thoracique et un deuxième segment qu'on va appeler le segment lombaire. Parce que le rein est un organe thoraco-abdominal. Il est abdominal sous le diaphragme, oui, mais il a une partie, un segment qui a une projection thoracique, une projection sur les côtes. Et ça, c'est très important à voir. Donc sur une coupe transversale, ça se voit encore mieux. Le rein indique la partie supérieure qui se projette sur les 12e côtes ou la 11e et 12e côtes. C'est la partie le segment thoracique. Et on a une partie inférieure qui se projette qui ne se projette pas sur du thoracique. Donc, on va appeler ça le segment lombaire et qui ne va avoir des rapports que avec le plan musculaire postérieur de la paroi abdominale postérieure. Donc, pour le segment thoracique, les rapports sont simples. On va avoir dans un premier temps le diaphragme. Le diaphragme en haut, cloison musculo-aponévrotique qui permet de séparer la cavité abdominale de la cavité thoracique, va permettre de séparer le rein donc du reste des structures thoraciques. Juste derrière le diaphragme, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la plèvre. On a un rapport entre le rein et la plèvre. Ce rapport-là, il se fait par le biais du diaphragme. Le diaphragme, si tu te rappelles bien, le cours TAO, on avait cité la dernière fois que le diaphragme était une cloison qui n'était pas totalement mardouqa, n'était pas totalement close. Elle possédait des orifices, des ouvertures, des orifices principaux qui laissaient passer donc des organes et des viscères, des viscères et surtout des vaisseaux. On laissait passer l'aorte abdominale, la veine cave inférieure, l'œsophage par le biais de ces orifices principaux. Et on avait aussi des orifices accessoires, des orifices qui laissaient passer d'autres structures qui n'étaient pas aussi importantes que ces trois-là. Parmi les orifices, parmi les hiatus, on avait un hiatus qui était délimité entre les fibres musculaires lombaires qui s'attachaient par le biais des piliers sur du coup le rachis lombaire, et on avait ce hiatus-là entre ces fibres lombaires et les fibres costales. C'était le hiatus costo-lombaire. Et ce hiatus costo-lombaire, il permet de faire communiquer le rein, et plus particulièrement la graisse autour du rein avec la graisse au niveau endothoracique. Ça permet de faire communiquer les deux cavités, donc l'espace rétropéritonéal latéral où je trouvais le rein, avec la cavité thoracique, et surtout là où je vais retrouver la plèvre et le récessus ou le cul-de-sac costo-diaphragmatique, réunion des deux plèvres pariétales. La plèvre pariétale costale et la plèvre pariétale diaphragmatique. Ce récessus-là, cette communication, ce rapport, il est très important en clinique. Parce que le rein tac, dans le cas d'une infection, il faut savoir que dans le cas d'une infection, au niveau du rein, donc une néphrite, je peux avoir, à l'aide de la communication, à l'aide du rapport anatomique, une atteinte pleurale. Je peux atteindre la plèvre et avoir un épanchement pleural. Là, tu peux voir que un rapport anatomique de rien du tout, اللي مكتوب في هذا le diapo, اللي انت بالك حتنساه ولا ما حتحفظه ولا زعما حتحفظه وتنساه pour l'examen, après l'examen تنساه, il a un intérêt clinique important. Le rapport, il est cité comme si de rien n'était. Alors que tu as une communication importante entre le rein et la plèvre. Et donc, en cas d'infection, en cas
d'inflammation, ou là, aucun de pathologie, dans le cas d'un problème ou là d'un pépin au niveau rénal, je peux atteindre la plèvre. Ça, c'est important à retenir. Donc, si on va encore plus en postérieur, au-delà du récessus ou là du cul-de-sac costo-diaphragmatique, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les côtes. Donc, le rein droit, il est plus bas situé que le gauche. Je le répète encore une fois. Donc, il est plus bas situé que le gauche. On va avoir uniquement la 12e côte. Pour le rein gauche, on va avoir la 11e et 12e côte. Ça, ce sont pour les rapports postérieurs, pour le segment thoracique qui a une projection thoracique. On passe maintenant au segment lombaire. Et le segment lombaire, il va avoir des rapports avec un plan musculaire constituant la paroi abdominale postérieure. Un plan musculaire et aponévrotique. On va voir directement les schémas. Coupe sagittale paramédiane qui passe du coup par le rein et la surrénale, très importante. Et une vue postérieure, t'as le rachis lombaire théaque avec les différents muscles qui vont nous intéresser, qui vont constituer du coup un rapport postérieur avec le rein théaque. Alors, il faut savoir que le rein, en dehors de la loge rénale, il va avoir un premier rapport avec la graisse, le corps adipeux pararénal. Et de ce corps adipeux pararénal, je vais rentrer en rapport avec le plan musculaire postérieur. Ce plan musculaire, il est formé par deux muscles très importants. Les deux muscles les plus importants que je veux que tu retiennes sur le long terme, ce sont les muscles psoas en médial et le muscle carré des lombes en latéral. Le muscle psoas, on a déjà allé permet donc de former avec la partie iliaque le psoas iliaque ou la l'iliopsoas, et donc de former un muscle très important au niveau de la hanche, un muscle qui permet la flexion de la hanche théaque. Ce muscle-là, il va constituer du coup un rapport postérieur médial pour le rein théaque, et l'autre muscle qui va permettre de constituer un rapport postérieur immédiat, juste après le corps adipeux pararénal avec le rein, c'est le muscle carré des lombes. Et le muscle carré des lombes, le voilà. C'est un muscle de la région lombaire. Il a une forme quadrilatère, une forme de carré, littéralement. Il va s'insérer, il va avoir des attaches sur la 12e côte. Il va avoir des attaches sur les processus, les apophyses transverses du rachis lombaire. Et il va avoir une attache sur la crête iliaque. Un muscle important au niveau de cette région lombaire. Et il va constituer un rapport très important avec le rein, avec le segment lombaire du rein théaque en postérieur. Ces muscles-là, bien sûr, sont faits par des fascias, des aponevroses, qui ont pour but de recouvrir les muscles. Et on va mettre un point d'orgue sur le fascia et le carré des lombes parce qu'il est très très important. On va remonter sur la coupe transversale de tout à l'heure. Par le biais de ce carré des lombes, on va pouvoir le reste des rapports postérieurs, le segment lombaire. Le carré des lombes, c'est un muscle assez intéressant pour étudier du coup son fascia, parce que son aponévrose de recouvrement en antérieur, il nous vient en réalité de la lame antérieure du fascia thoraco-lombaire. La lame antérieure du fascia thoraco-lombaire. Alors, qu'est-ce que le fascia thoraco-lombaire? Troisième rapport, euh, troisième rapport dorsal pour le segment lombaire, si on va d'avant en arrière. Ce fascia thoraco-lombaire, c'est la partie aponévrotique, la partie aponévrotique qui est ici montrée ici en violet dans le bas de ton dos. C'est un fascia de recouvrement en superficiel qui va s'étendre de la partie thoracique à la partie lombaire. C'est pour ça qu'on l'appelle le fascia thoraco-lombaire. Il est constitué de plusieurs lames d'aponévrose, donc postérieure, moyenne, antérieure. Et la lame antérieure qui va nous intéresser, c'est elle qui va drlefler le carré des lombes en antérieur. Autre chose intéressante, ce carré des lombes, ce fascia, cette lame d'aponévrose antérieure, tu as le fascia thoraco-lombaire qui vient y relefler, le carré des lombes, elle va se continuer cette lame d'aponévrose. Elle se continue en latéral puis en antérieur pour me donner le fascia transversalis.
elle va me donner, elle se continue, cette lame d'aponévrose pour le carré des lombes se continue pour donner le fascia transversalis. Et tête le fascia transversalis, qu'est-ce que tu as? En un peu plus latéral, qu'est-ce que tu as? Tu as le muscle transverse de l'abdomen, un des muscles larges, le muscle large le plus interne de ta ceinture abdominale. Et c'est l'autre rapport postérieur dorsal pour le segment lombaire, tu as le rein. Ça, ce sont les rapports les plus importants à retenir. Le corps adipeux pararénal va permettre de faire rentrer le rein en rapport avec les muscles psoas et carré des lombes avec leur fascia. Le fascia du carré des lombes nous vient du thoraco-lombaire qui est un peu plus en arrière et il va se continuer pour nous donner le fascia transversalis. Et en arrière de ce fascia transversalis, tu as le fameux muscle transverse de l'abdomen. Ce sont les rapports les plus importants à retenir. En plus superficiel, là, on commence à être un peu loin du rein en réalité. On va avoir deux points faibles anatomiques de cette paroi abdominale postérieure qui ont un rapport plus ou moins à distance avec le rein. Premier point faible, c'est le quadrilatère de Greenfeld. Et le deuxième point faible, c'est le triangle de Jean-Louis Petit. Donc, ces deux points faibles, ils sont limités par des muscles et des parties osseuses. Le premier point faible, le quadrilatère de Greenfeld, celui qui est le plus proche du rein, c'est un point faible anatomique délimité ou limité par, premièrement, les muscles érecteurs du rachis au niveau de cette région lombaire. Muscle qu'on va appeler, qu'on a appelé ou qu'on peut dénominer sous le nom de masse sacro-lombaire. Ce muscle-là, avec de l'autre côté l'oblique interne, ou le petit oblique, un des muscles larges ténis de la paroi antéro-latérale, la paroi abdominale, le dentelé postéro-inférieur en haut, et la 12e côte, ils vont permettre de délimiter une structure en rectangle, en quadrilatère. C'est un point faible anatomique, un espace qui nous permet d'observer à travers cet espace-là le carré des lombes. Et en avant du carré des lombes, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir le corps adipeux pararénal et ensuite le rein. Ça, c'est le premier point faible anatomique. Deuxième point faible anatomique, c'est le triangle de Jean-Louis Petit. Alors, ce triangle de Jean-Louis Petit, il est encore plus en superficiel. Il est limité par deux muscles et une surface osseuse. Le premier muscle, l'un des muscles les plus superficiels, le dos théraque, le plus volumineux, le dos théraque, c'est le grand dorsal, le muscle que tu vas entraîner à la salle de sport pour avoir un dos en forme de V. Ce grand dorsal va limiter avec l'oblique externe, avec donc l'oblique, le grand oblique, donc muscle large, le plus externe, le voilà, l'oblique externe. Ici, tu as le bord qui se continue en pointillé pour aider à former le triangle. Avec la crête iliaque, ça va me former un triangle, le fameux triangle lombaire inférieur, le triangle de Jean-Louis Petit. On a un autre schéma pour mieux observer ce triangle-là. Donc ici, tu vois le grand dorsal, tu vois l'oblique externe, tu vois la crête iliaque et donc ce fameux triangle qui est formé par les deux muscles et la surface osseuse sternum. Point faible anatomique, un peu plus à distance que le quadrilatère de Greenfeld par rapport au rein. Adons les rapports pour le segment lombaire. Les rapports ventraux, les rapports antérieurs pour la face ventrale, les deux reins, rein gauche. Ils vont bien sûr varier selon est-ce qu'il y a le rein droit ou le rein gauche. Le rein droit, on va commencer par le rein droit. Déjà pour les deux reins, l'un des rapports, si ce n'est le rapport le plus important en premier, c'est la racine du mésocolon transverse. Alors cette flèche violette qui est montrée ici, la racine du mésocolon transverse, permet donc de diviser la cavité abdominale, comme tu le sais, en étage sus-mésocolique et en étage sous-mésocolique. Les reins ne font pas exception, ils vont être divisés en un étage où là on a un segment supra ou la sus-mésocolique, un étage infra ou la sous-mésocolique. On va commencer avec le rein droit. Le rein droit, il a un rapport avec la racine du
mésocolon transverse. Il a un rapport. Ce rapport, il est important. Mais il n'est pas aussi important que le gauche. Voilà. Parce que comme tu peux le voir, il est très très bas. Le rein droit est presque totalement sus-mésocolique. Il est presque entièrement fourre. La racine est le mésocolon transverse. Donc il va avoir des rapports avec les éléments de l'étage sus-mésocolique de l'abdomen. Ça, c'est important à savoir. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un rapport avec la partie descendante du duodénum, le D2. On va avoir un rapport avec la face caudale inférieure de le foie, qui n'est pas visible ici, qui est visible là, de la coupe sagittale, avec le foie. Il est là le foie. La face caudale de le foie va avoir un rapport avec le rein. Le rein qui va laisser une empreinte sur la face viscérale du foie. D'où les organes sus-mésocoliques qui sont les plus importants en ayant un rapport avec le rein droit. En sous-mésocolique ou عندك l'angle colique droit. Et oui, l'angle colique droit a un rapport avec le rein droit, bien sûr. Ça, c'est le rein droit. Le rein gauche maintenant. Le rein gauche, contrairement au rein droit, il n'est pas entièrement il n'est pas presque entièrement sus-mésocolique. Il est croisé par la racine du mésocolon transverse. Et d'ailleurs, c'est un truc assez intéressant à dire. On avait dit que le rein droit, il était plus bas situé que le gauche. Et c'est vrai. Pourtant, c'est le rein droit, plus le tahta, qui est presque totalement sus-mésocolique. Tandis que le rein gauche, il va avoir un étage sus-mésocolique et un étage sous-mésocolique. Wesh. Tout simplement parce que la racine du mésocolon transverse n'est pas totalement transversale. Elle n'est pas transversale, elle n'est pas horizontale, elle est oblique. Elle est oblique et elle va monter de bas en haut, de la droite vers la gauche, en suivant en fait la direction du côlon transverse, tout simplement. Donc, le rein gauche, organe, la face ventrale TAO, il va laisser passer donc la racine du mésocolon transverse. Un étage supérieur, il va avoir du coup un étage supérieur, sus-mésocolique, qui va rentrer en rapport avec les structures de l'étage sus-mésocolique du côté gauche. L'ihoma, la rate, elle est là, la fameuse rate terna, l'hypocondre gauche, la queue du pancréas. On peut même citer les vaisseaux, euh, donc spléniques. On a bien sûr l'estomac qui est ici sectionné. Et l'estomac, il va rentrer en rapport avec l'estomac par le biais d'un diverticule, donc de la cavité péritonéale. C'est bien sûr l'arrière-cavité des épiplans, ou la bourse mentale. Voilà, j'ai réussi enfin à souligner le terme. La bourse au mental. Bien sûr, à sa partie moyenne. Ça, c'est pour l'étage sus-mésocolique. Mais le tête, on va rentrer en rapport, donc l'étage sous-mésocolique, t'es à le rein, t'as la face ventrale, t'es à le rein. On va rentrer en rapport avec les anses jéjunales, parce qu'ici, on a le duodénum, il va se continuer bien sûr avec le jéjunum, avec les anses grêles. T'as le jéjunum. Les anses jéjunales et la partie gauche du côlon transverse avec l'angle colique gauche. Donne-moi les éléments qui vont rentrer en rapport avec la face ventrale du rein gauche en inférieur. Pour les bords latéraux, le bord latéral, les deux reins par du péritoine pariétal postérieur. Et qui relève par le péritoine pariétal postérieur, ça va aider à former une gouttière, un diverticule d'ici dû à la réflexion du péritoine. Donc, cette gouttière, c'est un espace qui est du coup entre la paroi latérale et le côlon miltaht. C'est ce que l'on appelle la gouttière pariétocolique. Cette gouttière pariétocolique, on en a déjà parlé qui dernier le cours donc sur le péritoine. C'est un espace limité grâce à la réflexion du péritoine pariétal entre les côlons ascendants et descendants, côlon droit et côlon gauche, avec la paroi latérale de ma cavité abdominale. Ces gouttières-là, ils vont avoir un rapport avec le bord latéral de mes deux reins gauche et droit. Pour le bord médial maintenant, quels sont les rapports
avec le bord médial t'as les reins t'es ouais. Alors le bord médial, il va présenter bien sûr comme tu le sais le île, la porte d'entrée du pédicule rénal et la porte de sortie pour les voies excrétrices. Donc le île rénal, il se situe au niveau de la partie moyenne, hein. Il va laisser passer euh, les éléments tels le pédicule rénal, vaisseau, nerfs, euh, donc les vaisseaux artères et veines rénales avec les nerfs rénaux téwanins. Fort le île, on va avoir une partie supra-hilaire qui va être en rapport avec les glandes surrénales. Les glandes surrénales en mulfouqa, c'est vrai, mais en médial et avoir un rapport important avec le bord médial, t'as les reins, t'es ouais. La partie infrahilaire, le île, va avoir un rapport et va être longé par les uretères. T'es ouais. On peut citer un autre rapport pour le bord médial, du coup, t'as les reins, t'es ouais. Plus à distance, par le biais du pédicule rénal, on va rentrer en rapport à gauche avec la horte et à droite avec la veine cave inférieure. Alors cette coupe-là, c'est un peu bizarre, c'est une coupe transversale avec une vue, c'est une coupe scanner, une vue postérieure, pardon, une vue inférieure. C'est sur une vue inférieure qu'on est en train d'observer cette coupe transversale. C'est pour ça ici que la gauche, elle est sur la droite de ton écran et la droite, elle est sur la gauche de ton écran. C'est pour ça que la horte ici, elle est à la droite et la 24 inférieure est du coup sur la gauche de ton écran, bien sûr. On termine avec les rapports des extrémités, l'extrémité apicale supérieure et l'extrémité caudale inférieure. L'apicale supérieure, bien sûr, elle est coiffée par les surrénales, mais elle n'est pas directement en contact avec la surrénale. Qu'est la loge, qu'est la lame aponevrotique de fascia intersurrénalo-rénale, ce qui fait que ça a un intérêt clinique. Voilà, parce que les reins en cas d'une malformation, en cas d'une pathologie, en cas d'un pépin structurel pour le rein, imaginons que le rein mange fait plasto ça ne veut pas dire que la surrénale la surrénale تبقى في بلاصتها ou le rein il peut être déplacé de la loge normale, mais la surrénale تبقى في بلاصتها. C'est à cause justement de la présence de euh, cette lame intersurrénalo-rénale. Mais elle va avoir un rapport donc avec l'extrémité apicale supérieure, tel le rein tac. L'extrémité caudale, certains auteurs décrivent que l'extrémité caudale va avoir un rapport un peu plus à distance avec les vaisseaux gonadiques, avec les uretères si on veut. Mais ici, la référence à le courternant va donc nous dire que l'extrémité caudale, entre l'extrémité caudale et les crêtes iliaques, les ocoxotéoïdes, il n'y a rien. Il n'y a pas vraiment d'éléments à proprement parler qu'on peut citer. Donc, qui va avoir un rapport avec cette extrémité caudale. Donc, on va juste dire que le rein droit, son extrémité caudale va être à distance de la crête iliaque droite de 3 à 4 cm. Et pour le rein gauche, l'extrémité caudale du rein gauche, on aura une distance d'environ 5 cm avec la crête iliaque de l'os coxal gauche. Maintenant qu'on a terminé avec les rapports anatomiques, on passe à la structure histéologique de notre rein. Alors le rein, comme on a dit, il est constitué, c'est un organe, donc automatiquement il va être constitué d'un tissu fonctionnel qu'on va appeler parenchyme, le parenchyme rénal, qui va être encapsulé. Il est encapsulé par une première capsule conjonctive, une capsule fibreuse, et ensuite au niveau de la loge rénale, le tissu adipeux périrénal va me former une deuxième capsule, la capsule adipeuse du rein. Et à l'intérieur donc de ce rein, à l'intérieur de la capsule euh, fibreuse, on va retrouver bien sûr le parenchyme rénal, qui est subdivisé en partie externe et en partie centrale. Et on va retrouver au niveau proche du île rénal, par la continuité du île, on va retrouver un espace, une cavité creusée. C'est ce que l'on appelle le sinus rénal. Et ce sinus-là, il va laisser passer les éléments donc, du pédicule, hein, donc les vaisseaux, artères, veines et même nerfs, et il va laisser passer les voies excrétrices de l'urine, donc les calices mineurs ici, qui vont se réunir en calice majeur, et les calices majeurs vont se réunir pour me donner le fameux bassinet
l'ibn du côté médial de leur intérêt pour se rétrécir et me donner, par le biais de la jonction pyélo-urétrale, me donner l'urtère. Maintenant, pour le parenchyme rénal, si on veut décrire le parenchyme rénal, c'est le tissu fonctionnel du rein qui va permettre d'assurer la fonction TAO. Et il est constitué de deux parties. Sur une coupe frontale du rein, sur une vue macroscopique, on observe parties, deux, deux parties du coup pour ce parenchyme. Une partie extérieure d'un aspect rouge-brun qui va être rempli de granules. On dit que c'est une substance granuleuse. C'est ce que l'on appelle le cortex, la substance corticale de notre parenchyme rénal. Cette substance corticale va présenter non seulement une partie superficielle, le cortex superficiel de le parenchyme rénal, une partie, plusieurs colonnes, ici, qui vont s'immiscer entre elles des triangles. On va voir que les triangles, ce sont des pyramides. Ces colonnes-là, c'est ce que l'on appelle les colonnes de Bertin. Et ces colonnes de Bertin-là aident à former du coup ce cortex, cette substance corticale rénale. En plus de ça, on va avoir de la substance corticale qui va s'immiscer entre elles, les petits triangles, les petites pyramides qu'on va décrire juste après. Cette substance corticale qui s'immisce à ce niveau-là est ce que l'on appelle le labyrinthe, le labyrinthe du coup de la substance corticale rénale. Maintenant, deuxième substance, c'est la substance médulaire, la substance centrale. Cette substance médulaire qui, d'un point de vue macroscopique, là d'une couleur rouge un peu plus foncée. Cette couleur-là, ces triangles-là, ces pyramides pour être plus précis, vont constituer la substance médulaire, la médula terna. Cette substance médulaire, elle est formée du coup par un ensemble de pyramides rénales qu'on appelle les pyramides de Malpighi. Les voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, on en a 7, faites le schéma. On a schématisé 7. Il faut qu'on en avait schématisé 6. En réalité, on va avoir un nombre qui va avoisiner les 8 à 10 pyramides de Malpighi. Un nombre bien sûr variable. Ces pyramides-là vont avoir un sommet ici, sommet à la pyramide, qui va répondre à une ouverture, du coup sur les premières voies excrétrices, c'est donc les fameuses papilles. Les papilles donc des pyramides de Malpighi. Donc à chaque pyramide, on va associer au parenchyme rénal un lobe rénal. Et avec les pyramides, la base, non pas le sommet, va être associée à d'autres petites pyramides qu'on va appeler les pyramides de Ferrin. Et c'est entre elles les pyramides de Ferrin, les de labyrinthe, la substance corticale TAE. Voilà pour la substance corticale et la substance médulaire de notre parenchyme rénal. Et j'ai oublié de dire ça. Si la pyramide de Malpighi, la pyramide rénale, nous permettait donc de définir le lobe rénal, la pyramide de Ferrin permet de définir le lobule du rein, le lobule rénal au niveau de ce parenchyme rénal. Au-delà de ce parenchyme, bien sûr, comme on a dit, on a une cavité qui s'ouvre au niveau du hile rénal. Cette cavité-là qui est creusée, qui va contenir le début des voies excrétrices, donc les calices mineurs, majeurs, le bassinet, les vaisseaux, le pédicule rénal. C'est ce que l'on appelle le sinus rénal. Voilà pour la structure histologique de notre rein. Maintenant, on termine avec la vascularisation et l'innervation de le rein. La vascularisation artérielle, veineuse, lymphatique. La vascularisation artérielle va se faire par le biais de branches collatérales de l'aorte abdominale qui naissent à hauteur de L1. Ce sont les artères rénales. Ces artères rénales, on a deux bien sûr, pour les deux reins, artère rénale gauche et artère rénale droite. Tu remarqueras que l'artère rénale droite, elle est plus longue, légèrement plus longue que l'artère rénale gauche.
pardon, c'est dû à la disposition de l'aorte vis-à-vis des reins. L'aorte, elle est légèrement vers la gauche, hein, elle n'est pas totalement au centre. Et ce sera la même chose pour la veine cave inférieure d'ailleurs. Les artères rénales hadouma, ils vont, ils vont du coup cheminer jusqu'aux îles du rein dans lequel elles vont se diviser, se ramifier pour permettre une vascularisation de type terminal pour le rein TAC. Qu'est-ce que ça veut dire une vascularisation de type terminal? C'est une vascularisation qui n'est pas de type anastomotique. Chaque branche de l'artère rénale va irriguer et va donc vasculariser un segment particulier du rein. Il n'y a pas d'anastomose fonctionnelle au niveau donc de la vascularisation rénale. Cette vascularisation de type terminal va permettre de diviser le rein en segments, selon donc cette vascularisation, selon les branches de l'artère rénale qui vont vasculariser tel ou tel segment du rein. Ces segments-là, ils sont très importants en chirurgie. On en a 5. Le rein va être divisé en 5 segments. 4 segments visibles sur une vue ventrale antérieure et un seul segment visible sur une vue postérieure. Ces 5 segments sont les suivants. On va avoir un segment supérieur, voilà. On va avoir un segment antéro-supérieur, un segment antéro-inférieur, juste tête en violet, et un segment inférieur en bleu. Ça donne les 4 segments visibles sur une vue ventrale. Sur une vue dorsale, on va retrouver un seul segment, le segment postérieur. Bien sûr, avec la projection des segments inférieurs et supérieurs qui se voient sur les deux vues, hein, sur la vue ventrale et sur la vue dorsale. Donne-moi les 5 segments qui sont la conséquence de la vascularisation, de la distribution artérielle terminale des artères rénales. Alors justement, l'artère rénale, comment est-ce qu'elle va se diviser au niveau du rein? L'artère rénale, arrivant au niveau donc, du île, du rein, va se diviser en 2 branches. Elle va nous donner 2 branches. Une branche ventrale qui va passer en avant hein, du pied long, hein, du bassinet, du pelvis rénal. C'est ce qu'on appelle la branche prépiélique. La branche ventrale prépiélique qui va croiser la partie ou la face antérieure du pelvis rénal. Elle va se diviser en nous donnant des artères segmentaires. Artère segmentaire ou la artère lobaire. C'est la même chose. Pour les 4 segments visibles donc sur une vue supérieure, sur une vue antérieure, pardon. On va avoir du coup une artère lobaire ou la segmentaire supérieure, artère segmentaire antéro-supérieure, artère segmentaire antéro-inférieure et artère segmentaire inférieure. Ça, c'est pour la branche ventrale prépiélique qui passe en avant du pied long ou là du bassinet ou là du pelvis rénal. On aura une autre branche visible à rien. La branche dorsale qui va passer en arrière du pelvis rénal. C'est la branche rétropiélique. Elle va contourner le bord supérieur, donc tu as le pelvis rénal, et elle va longer le côté postérieur, TAO, le côté postérieur du île, donnant, se ramifiant pour venir vasculariser le segment postérieur. Elle va donner des rameaux pour le segment postérieur, tel le rein interne. Maintenant, chacune de ces artères lobaires ou la segmentaire va se diviser selon le plan suivant. L'artère segmentaire va nous donner des artères interlobaires, artère interlobaire ici. Chacune des artères interlobaires va se diviser, se ramifier pour nous donner des artères arquées, une forme des arcades artérielles, hein, avec les artères arquées. Et ces artères arquées vont nous donner des artères interlobulaires, à ne pas confondre avec les artères interlobaires. On va avoir des artères interlobaires entre les lobes, ensuite des artères arquées, et à la fin des artères interlobulaires pour les différents lobules. De là, on aura terminé la vascularisation artérielle donc, de notre rein, enfin pour le parenchyme rénal. La capsule adipeuse, elle va être vascularisée selon des artères qui lui sont propres, et ces artères-là ont plusieurs origines, donc sujet donc à variation anatomique. Les artères adénoïdes peuvent venir de l'artère rénale, elles peuvent venir des artères surrénales, de l'artère testiculaire ovarique, donc des artères gonadiques, et parfois elles peuvent même naître donc des artères coliques droite et gauche, lombaires
ou la même directement de l'aorte abdominale. Maintenant, on passe à la vascularisation veineuse. Elle est satellite des artères, mais en sens inverse. Donc, elle va naître, la vascularisation veineuse, par le biais des veines radiales. Ce sont en réalité les veines interlobulaires. Les veines interlobulaires vont se rassembler pour me donner donc des veines arquées, hamniques, satellites donc des artères arquées. Les veines arquées vont ensuite nous donner les veines interlobaires. Des veines interlobaires, on va les rassembler pour me donner les veines, les différentes branches, euh, les différentes branches segmentaires, les artères lobaires, enfin pardon, les veines lobaires. Et ensuite, ces veines lobaires vont se rassembler pour me donner la veine rénale terna, qui va ensuite aller euh, au niveau donc de la veine cave inférieure à hauteur de la deuxième vertèbre lombaire, à hauteur de L2. En plus donc de ces différentes veines, on va avoir donc un réseau veineux, donc des veines stellaires, qui me viennent donc de la substance corticale, qui vont être drainées, être drainées au niveau donc des veines interlobaires. Au niveau donc euh, des veines interlobulaires et ensuite lobaires. Et on a d'autres veines, des veines droites de la substance médulaire qui vont aussi être drainées par ce système veineux. Pour la vascularisation lymphatique, elle va se faire selon des lymphonoeux qui vont suivre deux plexus. Un plexus lymphatique intrarénal et un plexus lymphatique capsulaire qui va se retrouver au niveau de la capsule fibreuse. Alors, les vaisseaux lymphatiques Hadouma, les deux plexus, lymphatique intrarénal et capsulaire, vont gagner tous les deux donc les ganglions lymphatiques latéraux aortiques et latéraux cave pour ensuite aller à la citerne de Schill pour aller dans le conduit ou le canal thoracique et revenir ensuite à la circulation veineuse pour faire revenir la lymphe à la circulation veineuse. L'innervation, elle est de type bien sûr végétatif. Elle se fait par le biais donc de fibres nerveuses qui vont nous former le plexus rénal, qui me vient en fait des neurofibres, des fibres nerveuses, tu as le ganglion, tu as les deux ganglions cœliaques, la région cœliaque de Luschka, et les ganglions aortico-réneux, donc de type. Donc ces fibres nerveuses de type sympathique et parasympathique vont permettre une innervation végétative, tu as le rein, tu as on termine avec l'exploration. L'exploration, donc, tu as le rein. Le rein peut être exploré par scanner. Ici, donc, tu as un cliché. Donc, sur un scanner, donc vu par TDM, ici sur une coupe transversale avec Hamnick, les deux reins TOA, avec la vertèbre lombaire qui est très très bien visualisable ici en blanc. Et on peut aussi explorer le rein par urographie intraveineuse. On injecte un produit de contraste pour permettre d'observer l'appareil urinaire dans son ensemble. Ici, on peut individualiser ici le rein. On peut voir ici les fameuses voies excrétrices de l'urine avec les bassinées, avec les uretères et leur trajet bien individualisable, bien distinguable sur ce cliché. Pour les pathologies, le rein TOE, le rein bien sûr des inflammations, des néphrites. On peut bien sûr, il peut tenir des coups de morceaux du coup par des tumeurs, des cancers. On peut avoir des kystes au niveau rénal, la polykystose rénale, qui peut être considérée comme, qui peut être un trouble héréditaire, donc les reins TOAC, et le summum, le climax, si tu veux, tu as les pathologies, tu as la pathologie rénale, c'est bien sûr la plus grave, c'est l'insuffisance rénale, dans le cas où est-ce que le rein n'est pas capable donc d'assurer ses fonctions comme il faut. Et là, il va falloir utiliser la dialyse. On aurait pu citer une des pathologies communes, les calculs rénaux qui peuvent s'immiscer, donc boucher les différentes voies excrétrices. C'était tout du coup pour le cours. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à la khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.